Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et donc une nouvelle édition. Et voici le sommaire. Le temps est pour le moment très agréable, une aubaine pour les plagistes du Larvoto. Nous irons à leur rencontre pour un bilan estival et nous serons avec Elodie King, l'administrateur des domaines, qui nous présentera les perspectives d'avenir pour ce site balnéaire destiné à être ouvert toute l'année avec prochainement plusieurs nouveaux commerces. Nous ouvrirons une page sport entre les résultats de foot, de basket, de F1, mais également de la dernière édition du e-rally de Monte-Carlo qui vient de s'achever. La transition numérique est un véritable enjeu en principauté, une transition dans le but d'améliorer la vie quotidienne des habitants, mais également des entreprises implantées à Monaco. C'est ce que nous verrons avec notre deuxième invité, Frédéric Ginta, que ce soit en ce qui concerne la mobilité, la santé ou encore l'éducation. Nous suivrons d'ailleurs des cours de coding à l'école des Révoirs ou au cours Saint-Maur à l'occasion de la semaine européenne dédiée au codage et aux technologies numériques. Et pour finir, nous reviendrons sur les liens qui unissent cette année Monaco et la région du Québec en matière de musique classique dans le cadre des concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Pour débuter ce journal, partons sur la plage du Larvoto, qui a vécu le premier été sous ses nouvelles installations. Yannick Debever et Serge Prémont se sont rendus sur place pour tenter de tirer un bilan du côté des commerçants et usagers. Même si le temps magnifique n'en donne pas l'impression, la saison estivale est bel et bien terminée. Pour la nouvelle plage du Larvoto, c'était le premier été et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était radieux pour les commerçants. Il y a eu du rythme dès le départ. Donc pas facile évidemment à gérer d'entrée de saison comme ça. Très beau mois de septembre également. Les congrès nous ont fait beaucoup de bien au Grimaldi Forum, énormément de monde. Et finalement le petit été indien est très positif également pour la pré-saison. Donc pour l'instant que du bon à déclarer. Ces commerces nouvellement installés au Larvoto ont la particularité de rester ouverts à l'année avec l'objectif de créer un quartier dynamique et ce, peu importe la saison. On nous avait annoncé que ce serait un quartier qu'il fallait qu'il vive l'hiver aussi, parce que l'été, bien sûr, il y a beaucoup de monde. Mais l'hiver, effectivement, c'était assez calme. Et avec les belles journées qu'on a quand même dans notre pays, autant que le commerce et les gens en profitent au maximum. Je pense surtout à la clientèle, ça va quand même leur offrir l'opportunité de pouvoir bénéficier de belles infrastructures tout au long de l'année, d'avoir des commerçants, des restaurateurs qui sont installés depuis longtemps et qui ont fait preuve de leur professionnalisme. Entamés à l'automne 2019, les travaux de modernisation du complexe balnéaire du Larvoto se sont achevés début juillet. La plage est bordée d'une surface commerciale de 4800 m², laissant la place aux balades familiales. C'est très bien, ça donne un peu d'ambiance. On l'utilise autant comme restaurant que pour se promener. Moi, je me baigne pratiquement toute l'année, surtout l'hiver. Et donc, c'est agréable quand mon épouse m'accompagne, elle craint l'eau froide, qu'on puisse éventuellement partager un déjeuner au bord de l'eau, comme ça, en plein hiver, c'est magnifique. Si le gros œuvre est terminé, il reste encore quelques finitions à installer. Panneaux solaires et jeux d'enfants viendront fournir la promenade supérieure. Elodie King, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes administrateur des domaines. On vient de le voir, c'est l'été indien sur la plage du Larvoto. Nous allons poursuivre cet état des lieux concernant les commerces situés sur cette plage. Comment se porte-t-il depuis l'ouverture début juillet? On l'a vu, c'est plutôt positif là. Alors, le bilan de la saison est extrêmement positif. Je pense que toute la population a pu apprécier cette rénovation assez grandiose de notre belle plage du Larvoto. En ce qui concerne les commerces, effectivement, ils ont tous emménagé dans des locaux qui sont bien plus grands en termes d'espace que ce qu'ils avaient précédemment. Donc, c'est vrai que tout le monde est très satisfait de cette saison, positive pour tout le monde. Comme vous voyez, qui se prolonge puisqu'il fait encore très très beau et très chaud, donc c'est très positif pour les commerçants. Et qui va se prolonger encore. Qu'est-il prévu à l'approche de la saison hivernale? Ça va être complexe pour eux de rester ouverts, à votre avis? Le souhait du gouvernement princier, dès le départ, était que cette zone devienne une zone, on va dire, commerciale animée toute l'année. Il faut savoir que de nouveaux commerçants vont commencer leurs travaux d'ici la fin de l'année et en début d'année prochaine, donc il y aura quand même quelques petites nuisances, mais ça reste des aménagements intérieurs. Donc nous, vraiment, le souhait, on espère que le temps restera clément, c'est que cette zone devienne vraiment un lieu d'animation et un lieu de vie pour l'ensemble de la population. Eh bien, quels seront les prochains commerces ou activités attendus suite au dernier appel d'offres ? Nous aurons à l'extrémité de la plage, côté méridien,
Une enseigne qui marche très bien, qui a beaucoup de succès en France, c'est l'enseigne Big Mama, qui est de la restauration plutôt italienne à prix raisonnable. Ensuite, les 2 duplex qui se trouvent au centre de la plage sont équipés d'extraction. Donc nous avions aussi des dossiers de restaurants. Donc nous aurons un restaurant mexicain, Sexy Tacos, et un restaurant de type plutôt méditerranéen, Healthy Food. D'accord. Ensuite, pour compléter cette offre, nous allons avoir un institut de beauté, une boulangerie Costa et également un magasin de décoration. Mais écoutez, on en sait déjà beaucoup plus sur ce qui va se dérouler. On a les dates à peu près d'ouverture. Ces commerces devraient voir le jour quand ? L'objectif pour tout le monde, c'est printemps-été de l'année prochaine, que l'ensemble des commerces soient tous occupés, avec une offre très diversifiée, qui, je pense, sera de nature à vraiment habituer les gens à venir au Larvoto, pas que pour la plage, mais pour faire du shopping, pour aller à la salle de sport, à la crèche. Donc je pense que ça va devenir un lieu de vie. En tout cas, c'est le challenge et c'est ce qu'on veut tous, un lieu de vie à l'année. Voilà, un lieu de vie à l'année sur les plages du Larvoto. Élodie King, merci. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. On passe au point info avec vous, Alexandra Pani. Bonsoir. Un point info, comme chaque lundi, sportif. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. On débute avec du basket. Après s'être imposé sur le parquet de Paula Cortez, ce dimanche, les Rocaboys sont un nouveau rendez-vous très important à Gaston Médecin en Euroleague. Les Monégasques reçoivent mardi à 19h l'Étoile Rouge de Belgrade. Un match à suivre bien entendu sur notre antenne en direct avec aux commentaires David Cosette et Ali Traoré. Et pour ceux qui suivront la rencontre, vous pourrez remarquer qu'aussi bien le staff que les joueurs porteront un ruban rose, mais aussi la salle se mettra aux couleurs d'Octobre Rose pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Retour sur le Grand Prix des États-Unis qui s'est déroulé pour nous dans la soirée de dimanche. Et c'est le Hollandais Max Verstappen, Fabien, qui s'est imposé hier devant Lewis Hamilton et Sergio Pérez. Charles Leclerc se classe à la 4e place. Au championnat des pilotes, il comptabilise donc 128 points et se classe à la 6e position. Max Verstappen, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sont pour l'heure le trio de tête. En football, l'AS Monaco s'est imposé aisément face à Montpellier dimanche. Tout à fait Fabien, 3 jours après leur très belle victoire sur le terrain du PSV Eindhoven en Ligue Europa, les Rouges et Blancs inscrivent un nouveau succès en Ligue 1. Ils s'imposent 3-1 face aux Montpelliérains et réalisent une excellente première partie. Prochain match à Brest dimanche à 21h pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Monaco qui, à ce jour, est 8e au classement de Ligue 1. Merci Alexandra, on se retrouve dans quelques instants. À présent, un coup de projecteur sur la 5e édition du e-rally. Comme à chaque fois, la course 100% électrique a remporté un franc succès. Avec cette année, un parcours des plus corsés. Le détail dans ce reportage signé Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus et Alexandra Marangoni. Avec un parcours des plus relevés comprenant 350 km contre le chrono réparti en 15 spéciales de régularité et près de 1000 km de liaison, la 5e édition du e-rally s'est déroulée dans les meilleures conditions. Une belle aventure humaine et un défi relevé par le team Dag et Monégu, composé de 4 concurrents créés à l'initiative de Jacques Pastor. Ça reflète aussi l'esprit de ce rallye. C'est-à-dire qu'on est là pour faire de la compétition, on est là pour battre les autres, mais ce qui n'empêche pas d'avoir une bonne amitié entre nous, une solidarité, voire même aider les autres, puisqu'au sein du team, c'est ce qu'on a essayé de faire avec ceux qui avaient moins d'expérience que nous. Différentes entités de la principauté se sont donc réunies afin de se challenger. Jardiniers, pompiers, carabiniers, tous se sont retrouvés au parc fermé en fin de dernière étape, des étoiles plein les yeux. On a découvert quelque chose de très sympa, donc on se prend très très vite au jeu. Et l'organisation, fantastique, on connaît l'organisation de l'ACM. Une très belle aventure, on remercie énormément tous ceux qui nous ont invités, ceux qui nous ont aidés, donc la team Dag et Monégu, l'ACM pour l'organisation, et c'est vraiment merveilleux. Très bien, tout bien organisé, tout. C'est fatigant, il faut être vraiment concentré. La première fois pour moi et très surpris en fait. C'est vraiment la régularité. Ça va doucement, mais par contre, quand il faut tenir une vitesse de 30 à l'heure dans des petits trous tirés, c'est pas évident. On a beaucoup appris, on a eu la chance de connaître Serge et Jacques Pastor. Et grâce à eux, on a fait de la reconnaissance il y a 3 semaines, donc on a refait tous les parcours. Ça nous a été d'une grande aide. Sans eux, je pense qu'on n'aurait pas fait grand-chose. C'est une grande première avec des paysages magnifiques.
J'avais un excellent pilote qui a bien assuré parce que dans les féminines, on termine quand même les étapes bien. On est quand même content que pour une première d'être aussi bien classé. Concurrents, mais surtout maire de Nevers, Denis Thuriot, œuvre en faveur de la protection de la planète depuis de nombreuses années au travers de multiples actions. Le e-rally est donc pour lui un véritable exemple. L'épreuve 100% électrique et hydrogène vise à encourager les pilotes à adopter une conduite éco-responsable. Ville départ en 2018, il souhaite que Nevers puisse à nouveau accueillir la compétition en 2022. Moi, je me suis positionné pour accueillir à nouveau le rallye, éventuellement en ville de départ, et j'en serai très heureux. Donc l'e-rallye est le bienvenu à nouveau à Nevers, devant le Palais Ducal, qui est le premier des châteaux Renaissance sur la Loire, donc un lieu de prestige aussi. Il y en a beaucoup à Monaco, mais il y en a aussi un peu chez nous. Et ce 5e e-rallye Monte-Carlo a été remporté par un duo français, Frédéric Lancio et Nicolas Buot sur Volkswagen ID4. L'équipage a fait preuve d'une véritable justesse et continuité. Ils inscrivent ainsi leur nom au palmarès de l'opus 100% électrique et hydrogène. Et après le e-rallye, l'Automobile Club prépare déjà le prochain grand rendez-vous, la 90e édition du Rallye Monte-Carlo du 17 au 23 janvier, avec les toutes nouvelles WRC hybrides qui feront leur apparition en première mondiale. Si le monde de l'automobile est en pleine transition, le monde du numérique aussi à Monaco. Cela porte un nom, Extended Monaco, ou plus clairement, le programme de transformation numérique de la Principauté. À ce propos, le prince s'est rendu au théâtre Princesse Grace, où une réunion a été organisée en ce début de soirée pour un point d'étape de cette Extended Monaco. Avec nous justement, le monsieur numérique de la Principauté, Frédéric Ginta, bonsoir. Bonsoir. On a beaucoup parlé d'Extended Monaco, là en fin d'après-midi. Tout à fait. Le prince souverain a voulu revenir sur 3 aspects du programme. Le premier, c'était sa satisfaction sur le fait que le premier cycle est aujourd'hui achevé. Les grandes infrastructures numériques de la Principauté sont lancées, le cloud, la 5G, la fibre orientée numérique. La deuxième chose, c'était le caractère, depuis le Covid, inéluctable et indispensable de cette transformation. Et la troisième, c'était un appel maintenant à utiliser ces fondations, à utiliser ces plateformes numériques pour transformer l'économie de la Principauté, pour transformer son attractivité, pour transformer ses politiques publiques. Alors un Extended Monaco pour les nuls en quelque sorte. Qu'est-ce que l'Extended Monaco en quelques mots? En fait, le programme Extended Monaco, c'est une initiative gouvernementale, mais qui concerne l'ensemble de la Principauté, qui vise à faire de Monaco un leader dans le monde d'aujourd'hui, sur l'ensemble des sujets, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde numérique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un programme qui traite de la transformation de l'économie, de la modernisation de l'État, de l'e-éducation, de la e-santé, de la smart city, de la mobilité via le numérique. Et en fait, c'est dans un monde qui est devenu numérique, comment chaque problématique est abordée et comment Monaco, qui souhaite maintenir son attractivité hors norme, répond à chacun des sujets avec un contexte nouveau. C'est ça Extended Monaco. Quelques exemples concrets de cet Extended Monaco. Monaco est aujourd'hui le premier pays au monde où la programmation est enseignée de 3 à 18 ans. Ce qui permet à nos élèves, non pas de devenir des informaticiens, mais de développer en amont les capacités logiques, je dirais les capacités de compréhension du monde qui nous entoure. Si on prend la mobilité, vous avez aussi souligné ce sujet-là, aujourd'hui, pour venir à Monaco, on a lancé avec le département de l'équipement une application qui s'appelle Klaxit, qui permet en fait de favoriser le covoiturage et de cofinancer le covoiturage. Une fois que la personne est arrivée à Monaco, 5 à 6 000 personnes utilisent l'application Monapass pour prendre son bus, pour prendre un vélo, pour stationner. Donc quelque part, la mobilité, elle est devenue beaucoup plus facile, beaucoup plus lisible grâce au numérique en Principauté. Voilà, c'est 2 exemples que je voulais partager avec vous qui montrent que le numérique aujourd'hui, entre l'ensemble des élèves et les 6 000 personnes qui utilisent Monapass quotidiennement, est rentré dans les mœurs de Monaco. Justement, il y a des sujets qui concernent les entreprises, d'autres sujets? 50% des métiers qu'on connaît aujourd'hui n'existeront plus dans 10 ans. Des compétences qu'on acquérait pour 30 ans avant, aujourd'hui durent entre 2 et 5 ans. Donc on a un besoin immense pour la compétitivité de nos entreprises, de formation et de formation tout au long de la vie. C'est ce qu'on a lancé en partenariat avec le MEB et la FEDEM, dans le programme commun qu'on gère entre ma délégation et le département des finances et de l'économie. C'est ce qu'on a appelé les ateliers du numérique. Nous avons formé plus de 2000 personnes au numérique depuis plus d'1 an. Et chaque semaine,
500 personnes, 500 salariés de la Principauté se forment sur la plateforme Extended Monaco pour l'entreprise en ligne. C'est un enjeu qui est aussi social qu'économique. Et la suite, j'imagine que le travail n'est pas terminé, il y a encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on arrive dans un moment où l'entreprise, les leviers de croissance, les recettes futures doivent bénéficier encore plus du numérique. C'est pour ça qu'on souhaite que tout ce qui fait la force de Monaco, son ADN, que ce soit l'immobilier, que ce soit le yachting, le sport, le tourisme ou la finance, donc on a un vrai sujet d'attractivité pour nos résidents présents et futurs, parce que leurs besoins changent, leurs envies changent, les envies des habitants changent, on doit s'adapter pour être attractif, et en même temps on a un vrai besoin de transformer notre économie pour que nos secteurs de force le soient toujours dans le monde numérique. Et ça c'est extrêmement important. Vous avez parlé il y a quelques instants de l'éducation et la transition numérique. Et bien justement, Christine Datomel s'est rendue à l'école des Révois pour suivre des cours de coding. On regarde ce reportage. Frédéric Ginta, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. C'est la semaine européenne du coding. Les écoles du monde entier participent à cet événement, les établissements scolaires de la Principauté aussi. La programmation ou le coding en anglais, un phénomène mondialisé depuis quelques années maintenant. Une discipline qui a intégré le programme scolaire et qui est inculquée à nos enfants dès leur plus jeune âge, depuis 2019 à Monaco. Le coding, c'est l'apprentissage des algorithmes. Ce sont des compétences que ces enfants-là auront à gérer, à connaître quand ils seront des étudiants, parce que pour leur cursus peut-être, mais dans tous les métiers maintenant il y a des applications, il faudra coder, il faudra programmer, et théoriquement ils devraient être autonomes dans ce genre de choses et pouvoir le faire pour tous les domaines professionnels. Là, il y a un vrai rebrassage un petit peu d'une sorte de hiérarchie qu'ils se sont donnée. C'est un bon élève en maths, en français. Et finalement, avec le coding, on a vraiment de vraies révélations. Des élèves qui d'habitude sont très discrets, très inhibés, qui là, par le plaisir de la chose, vraiment se révèlent, prennent des initiatives, deviennent des élèves moteurs. Et c'est pour ça que des fois, je les qualifie même d'experts. Ils deviennent des référents. Alors que certains élèves qui peuvent être très à l'aise en français ou en mathématiques peuvent parfois se retrouver désarmés par des nouvelles notions. J'aime bien faire des exercices comme ça pour être en équipe, pour jouer, pour faire plein de trucs comme ça. Dans ce cours, ce qui me plaît, c'est que nous devons programmer et après ça fait, vous devez taper sur les touches, puis ça passe directement dans la carte et après ça va à la fin. Enseigné de la maternelle à la terminale, le coding est enseigné dans toutes les écoles de la Principauté, du Petit Cours Saint-Maur au lycée Albert Ier, les enfants évoluant en fonction de leur âge et de leur capacité pour répondre aux attentes professionnelles de demain. Les vacances scolaires de la Toussaint débutent mercredi. Pourquoi pas faire du coding à la maison ? Sinon, Alexandra, vous avez quelques idées pour occuper les enfants pendant ces quelques jours de congé. Oui, on commence avec le musée d'anthropologie préhistorique qui propose de fêter Halloween ce mercredi. Des ateliers sont organisés de 14h à 15h30, puis de 16h30 à 18h en fonction de l'âge. Fouilles archéologiques terrifiantes, recherche d'ossements, chasse au trésor, escape game et allumage du feu magique. Et pour toute la famille, de 18h à 19h, la visite nocturne du musée. Rappelons que le musée bénéficie à présent de sa propre entrée, située au 56 bis boulevard du Jardin Exotique, situé entre le Jardin Exotique et le NMNM Villa Paloma. Au centre de la jeunesse Princesse Stéphanie, des activités attendent également les enfants et adolescents. Oui, du jeudi 28 octobre au samedi 6 novembre, tous les après-midi, des jeux, des activités créatives et du bricolage sont proposés. Et du mardi 2 au samedi 6 novembre, pour les ados, plusieurs animations sont disponibles les matins de 10h à 14h avec repas sur place, 2 activités également en extérieur. Et si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site www.cjps.asso.mc ou sur la page Facebook du Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie. Les places doivent être réservées en amont. Autre sujet, samedi a eu lieu un grand bal masqué à l'Hôtel de Paris.
La Cité des Doges était à l'honneur pour cette 3e édition. Robe longue, costume et bien évidemment l'accessoire indispensable, le loup ou masque vénitien, pour garder secrète son identité. Un saut dans le passé, le temps d'une soirée hors du commun. Alors je ne sais pas si il y a des bals masqués au Canada, en tout cas il y a de grands musiciens et d'ailleurs au cours de la saison des concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, de nombreux artistes québécois seront présents cette année. C'est ce qu'a souligné le délégué général du Québec en France et à Monaco lors d'un cocktail donné au Fairmont Hotel samedi dernier. Reportage de José Sacré. La nouvelle saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est à l'image de l'amitié grandissante entre la Principauté de Monaco et le Québec. C'est ce qu'ont souligné Madame Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec à Paris, et Didier de Cotigny, délégué artistique de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, lors d'un cocktail donné en présence de nombreuses personnalités de Monaco et des départements voisins. Il y avait cette grande manifestation du Printemps des Arts à Monaco où le Québec était à l'honneur. C'était pour l'année 2020. Ça débutait le 13 mars 2020, j'y étais, et soudainement, la pandémie est arrivée et tout a été arrêté. Donc tout ce qu'on avait mis comme effort pour faire valoir le Québec dans le cadre du Printemps des Arts, on s'est dit c'est pas possible, on ne peut pas laisser tomber tout ça. Et on a donc communiqué avec M. de Cotigny, et qui connaissait déjà le Québec, qui était très très intéressé par les musiciens du Québec, et on a vu avec lui comment on pourrait collaborer. Et ça s'est fait assez naturellement finalement. Et ensemble, on a décidé quels seraient les grands artistes qui pourraient être mis à l'honneur avec la Philharmonie. Et donc, on a des Louis Lortie, Marie-Nicole Lemieux, ce soir Monsieur Labadie, d'autres grands barytons. Bref, une belle saison, et je suis ravie d'être ici ce soir. Je suis absolument en admiration devant la délégation générale du Québec, qui est probablement une des seules grandes, représentants d'un grand pays qui fassent autant pour leur patrimoine culturel et pour leurs artistes locaux, qui sont tous très connus à droite et à gauche, mais ils sont quand même incroyables dans leur soutien efficace qu'ils apportent à leurs artistes. Je trouve ça absolument merveilleux. Si tous les pays pouvaient faire comme ça avec leurs propres ressortissants, ce serait très très bien. Nous reviendrons dans l'édition de demain sur le concert donné par l'OPMC ce week-end avec en invité le grand chef québécois Bernard Labadie. Alexandra, on vous retrouve pour un point météo concernant la journée de mardi. Ce sera une journée encore bien agréable, Fabien. Le soleil sera bien présent sur l'ensemble de la journée. Quelques passages nuageux à noter, mais rien d'inquiétant. Les journées continuent de raccourcir. Le soleil se couchera à 18h32. Et en ce 26 octobre, nous fêterons les Dimitri. Merci Alexandra. Dans quelques instants, les photos du jour prises par Manuel Vitali et consacrées à l'été indien sur les plages du Larvoto. Nous vous en avons parlé dans cette édition. Mais avant de se quitter, nous l'avons appris ce lundi matin, le décès du maire de Menton, Jean-Claude Guibal, à l'âge de 80 ans. Il était maire de cette ville depuis 1989, il effectuait son 6e mandat. Et dans le communiqué que nous avons reçu du Palais, le souverain salue le travail effectué par Jean-Claude Guibal durant 6 années en qualité de président de l'association des sites historiques Grimaldi de Monaco. Le prince garde le souvenir d'un homme engagé, passionné pour sa ville et ses habitants, mais aussi celui de la relation de confiance et d'amitié entre la principauté et Menton. Ce journal est terminé. On se retrouve demain, même heure. À très bientôt. Au revoir.